prochain intervenant, Guy Clairaut. Vous êtes originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes titulaire d'un doctorat en physiologie animale et en particulier de la physiologie des poissons. Vous avez été chercheur au CNRS pendant 13 ans et en 2007, vous êtes recruté en tant que professeur de physiologie à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest. Vous effectuez vos recherches à l'Institut universitaire européen de la mer et plus particulièrement au sein du laboratoire des sciences de l'environnement marin. Je vous en prie. Pardon. Merci beaucoup. On va changer de latitude. Je vais vous emmener un petit peu plus nord que ce qu'on a vu jusqu'ici. Et je vais vous montrer quelques informations sur un projet de recherche en écologie halieutique que l'on déroule actuellement autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce projet qui s'appelle Flamenco est en fait un projet multidisciplinaire qui cherche à mieux comprendre finalement la biologie, l'écologie, mais aussi l'économie, ce qui n'apparaît pas dans le titre, de ce très gros poisson de l'Atlantique Nord, le flétan atlantique ou le flétan blanc. Ce projet s'inscrit dans une collaboration qui englobe l'ensemble du bassin régional de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire le golfe du Saint-Laurent, avec ici les secteurs 4S, 4R, 4T, et puis les eaux autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ceux qui ne connaissent pas le petit coin, là, on va travailler dans le secteur 3PN et 3PS. L'archipel est ici. Les partenaires de notre projet, eux aussi, sont situés tout autour du pourtour de ce bassin régional, avec l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, le ministère canadien des pêches et des océans à Montjoly, des collègues du Marine Institute de l'Université Mémorial à Saint-John's à Terre-Neuve, et puis sur Saint-Pierre-et-Miquelon même, l'Université de Bretagne occidentale, l'Université de Lorraine et puis l'Ifremer. Pourquoi on s'est intéressé à cet animal ? Ça remonte en fait, il faut remonter l'histoire à 1992 et à l'effondrement des stocks de morue sur les bancs de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Effondrement des stocks, mise en place d'un moratoire qui dure globalement depuis 25 ans et qui a marqué finalement l'effondrement d'une ressource halieutique, mais aussi l'effondrement d'une culture, d'une économie, d'un patrimoine, d'une histoire vieille de 4 siècles. Et ça a obligé les communautés de tous pourtours du golfe du Saint-Laurent à de profondes mutations. Il a fallu changer les pratiques de pêche, changer les espèces ciblées, et ça s'est traduit finalement par un changement de l'effort de pêche vers des espèces qui jusque-là étaient considérées comme espèces accessoires. Et c'est le cas du flétan. Un autre élément à prendre en compte pour expliquer notre intérêt pour cette bestiole, c'est que le flétan blanc ne fait pas partie des accords de cogestion entre la France et le Canada sur les ressources halieutiques. Et que depuis quelques années, le Canada met une énorme pression pour la signature d'un avenant à cet accord qui puisse inclure le flétan. Et le problème de ce type d'accord, c'est que pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une connaissance fiable et partagée sur ces ressources. Or, on n'a absolument aucune information sur cette ressource. Je vais simplement vous illustrer très vite l'étendue de notre manque de connaissances. Ce graphique montre les débarquements de flétans depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui saute aux yeux quand vous regardez ça, c'est la nature cyclique de la ressource, avec des pics de débarquement dans les années 60, en 85 et puis aujourd'hui. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle, mais en fait non, parce qu'on n'a aucune idée de la nature de ce qu'il y a derrière ce cycle. Qu'est-ce qui détermine ce cycle? Est-ce que c'est écologique, biologique, physico-chimique, économique? On n'en a aucune idée. Donc incapable de mettre en place des méthodes de gestion qui soient fiables, et surtout incapable de répondre à des questions simples du type, est-ce que la filière doit continuer à investir en 2006-2007, ou est-ce qu'elle doit déjà considérer la possibilité de devoir s'adapter, se réformer, voire même changer de métier finalement. Donc afin de répondre à toutes ces questions, on a monté un projet de recherche. Enfin, il y a un certain nombre de projets de recherche qui ont été mis en place depuis 5 ans dans le golfe du Saint-Laurent, depuis 1 an autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ce projet est basé sur l'utilisation, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, l'utilisation de balises satellites comme ce que vous avez là, avec lesquelles on marque les poissons. Les balises restent accrochées aux poissons pendant 1 an et elles vont enregistrer la température et la profondeur de l'eau. Au bout d'1 an, elles se décrochent toutes seules, elles remontent à la surface et elles vont transmettre via le système Argos toutes les données dans un ordinateur qui se trouve à l'Université Mémorial de Saint-John's à Terre-Neuve. Et à partir de là, les collègues vont être capables de déterminer les routes et les schémas migratoires des animaux, les optimums thermiques et bathymétriques et les aires et les périodes de ponte de ces animaux. On ne sait même pas où ils pondent, ces braves animaux. À partir de là, on va être en meilleure position pour définir des unités de gestion et puis également pour une meilleure prise en compte du cycle de vie de l'espèce dans la conduite finalement de la pêche.
Je vais vous montrer un exemple, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous montrer un exemple de résultat qu'on obtient avec ça. Donc c'est une petite animation. Voilà des choses qui ont été faites en 2014. 21 poissons ont été marqués avec ces valises. Vous en avez avec ces balises. Vous en avez 13 là-haut, 8 ici. Là, vous avez un compteur qui va vous donner la date au fur et à mesure que ça va défiler. Et ici, vous avez un curseur qui va parcourir ces deux panneaux. Ici, ça vous donne la profondeur moyenne à laquelle les poissons se trouvent. Et ici, la température moyenne à laquelle ces poissons se trouvent. La période de reproduction, elle est là, entre janvier et mars. Donc il suffit de vérifier si l'animation veut bien démarrer. Voilà, les déplacements des animaux au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous voyez que ces animaux, en approchant de la période de reproduction, vont venir se placer dans le chenal laurentien. C'est un gros canyon de 500 mètres de profondeur et ils vont venir pendant toute la période de reproduction sur les flancs de ce canyon. Puis à la fin de la période de production, chacun retourne chez soi. Et ce qui est impressionnant, c'est que finalement, ça suggère que cette zone qui est gérée comme une seule zone, en fait, il y en a deux. Il y a la zone nord et puis il y a la zone sud. Le deuxième élément que ça montre, c'est que ces animaux sont doués d'un certain homing, c'est-à-dire qu'il y a une fidélisation aux zones de ponte hivernale et puis de nourrissage et de grossissement estival. On a fait la même chose, du coup, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça a été fait l'an dernier, donc l'été dernier. On a programmé nos balises pour qu'elles ressortent de l'eau en août prochain, dans quelques mois. On a marqué 10 poissons. Et sur ces 10 poissons, il y en a 3, on leur a mis une double marque, une deuxième marque qui nous permet finalement, elles ont été programmées, ces doubles marques, pour sortir de l'eau au mois de janvier, donc en janvier dernier, pour nous indiquer où se situent les poissons à l'entrée dans la période de reproduction. Et c'est ces positions qui sont indiquées par ces étoiles sur la carte. Donc ça montre là encore que le chenal laurentien qui est là, très profond, agit là encore comme une espèce de barrière. Il va falloir qu'on soit capable d'évaluer l'étanchéité de cette barrière par des études de génétique qu'on n'a pas encore fait, mais il y a une barrière visiblement. Et puis ce qui est intéressant, c'est celle-ci. Si ce sont les zones de reproduction, ça indique qu'il y a une des zones de reproduction potentielles qui est en zone française. Donc on a, nous, responsabilité de ce point de vue-là, c'est à nous de gérer la zone de reproduction. Donc pour conclure, les principaux résultats de l'étude, c'est qu'il n'y a pas deux zones de gestion, enfin 2 unités de gestion, mais il y en a 4 séparées par le chenal laurentien, 2 ici et 2 là. Les périodes de ponte, on les a identifiées, c'est quelque part entre janvier et mars. Les aires de ponte sont le long du chenal laurentien. Les principaux enseignements, et c'est la partie la plus importante à mon avis de ce projet-là, c'est qu'on est arrivé à monter une collaboration à intérêt partagé. D'accord ? C'est le Canada, la France qui veulent acquérir de la connaissance pour essayer de mettre en place un programme de gestion qui tienne la route. Ce qui est aussi important, c'est l'ancrage local de ce programme. Et là, je vais me permettre de profiter d'être finalement dans cette enceinte de la représentation nationale, d'avoir en face de moi Madame la ministre de l'Outre-mer. Voilà, je suis scientifique, mais je suis aussi originaire je suis ultramarin. Et j'aimerais profiter de ça pour finalement souhaiter que la situation de la recherche en Outre-mer, elle change, qu'elle évolue. On est obligé de constater aujourd'hui qu'il est très difficile de développer des programmes de recherche s'ils n'entrent pas en résonance avec la recherche ou les intérêts de la recherche nationale ou internationale. Et cette obligation de satisfaire à des objectifs mal taillés pour l'outre-mer, il découle de cette situation-là que l'outre-mer est rarement le maître d'œuvre, rarement le donneur d'ordre des recherches qui se déroulent sur son territoire. Et il me semble que cette appropriation, cette coordination de la recherche par et pour l'outre-mer est essentielle à son développement socio-économique. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Clairaut.